Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, l'émission qu'il ne faut surtout pas manquer si vous êtes un passionné de sport, le sport local, mais aussi l'actualité de nos sportifs yvelinois au travers du monde entier. J'ai la lourde tâche de remplacer Mickaël Midoro, il va très bien, ne vous inquiétez pas, on pense fort à lui, mais heureusement je suis entouré d'une team de premier choix, team réduite, mais de premier choix. Vous aurez ici des analyses, des décryptages, du débat, le tout bien sûr dans la bonne humeur. Et on commence à ma gauche, musique. C'est un rock, un cap, que dis-je, une péninsule de cette émission, le gladiateur qui, toujours bien placé dans la mêlée, s'est tiré le meilleur pour analyser les sujets sur la table, élégance et détermination. Pierre Chevalier, responsable communication du Rugby Club de Versailles, est avec nous. Salut Pierre, comment ça va? Forme et bonheur, salut, salut les amis. Content d'être là, de tenir la baraque, pendant que pour différentes raisons, nos copains ne sont pas présents avec nous sur le plateau, mais en forme, au pluriel toujours, et prêt à débattre. Vous aurez le brassard de capitaine aujourd'hui. Allez, lourde tâche, je vais essayer d'en être digne. On passe de l'autre côté, musique. Il est de retour sur TV 78, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour clamer son amour du sport. C'est aussi un amoureux, vous l'entendez avec ce haka de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit de sa deuxième sélection seulement dans cette émission, mais désormais il a l'expérience d'une Coupe du Monde de rugby suivie de près pour placer de belles analyses, et de l'expérience il lui en faudra pour prendre la suite de l'envolée, puisque vous aurez aussi la lourde tâche de me succéder à l'envolée tout à l'heure, Nicolas Dandry de la rédaction TV 78, mais pas que, qui est avec nous. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonsoir Grégory, ça va très bien. Bonsoir Pierre, bonne année à vous. Merci. Bonne année lourde tâche de me remplacer à l'envolée. Et effectivement, alors vous, c'est plutôt des envolées vers les lucarnes pour essayer d'arrêter les ballons. Moi, ça sera plus des envolées sous les ballons hauts. Essayer d'être meilleur que les Français en quart de finale face à l'Afrique du Sud. C'est l'une des raisons qui explique la défaite de l'équipe de France lors du quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Bon, on va essayer d'être très bon à 3, vous l'avez vu, équipe réduite. Il y a une certaine maladie qui s'appelle la grippe en ce moment qui fait pas mal de ravages dans les rangs. On pense à fort à Jean-Michel Richefort, à Mike Mokongo aussi, qui devait être avec nous aujourd'hui. Au menu du jour, messieurs, je vous propose du football. La ville de Montigny, le Bretonneux, accueillera-t-elle le futur stade du PSG? Nos confrères de l'équipe avancent cette piste. Si le club venait à quitter le Parc des Princes, vous y croyez ou non? Je vous poserai la question tout à l'heure. Du tennis aussi avec de nouvelles déceptions malheureusement pour nos Yvelinois Caroline Garcia et Arthur Rinderknecht à l'Open d'Australie. Les JO, ça se rapproche, J-184 désormais avant Paris 2024, et on commence à connaître les noms des porteurs de la flamme olympique. On parlera aussi de ça tout à l'heure, et sans oublier bien sûr, je le disais, Nicolas, l'envolée, votre envolée, et je crois que vous allez nous parler de rugby, vous nous en direz plus tout à l'heure. Voilà, j'ai du mal à commencer, mais on va débuter justement cette émission par du basket. Qui n'a jamais rêvé de défier son meilleur copain dans l'une des plus prestigieuses compétitions du monde? C'est ce qui est arrivé le 20 janvier dernier à l'Yvelinois Victor Wembanyama et à son ami Bilal Koulibaly, les deux pépites du basket français qui se sont côtoyés au Metz 92 de Boulogne-le-Valois la saison passée, se sont retrouvés en NBA. D'un côté, les Wizards de Washington de Koulibaly, et de l'autre, les Spurs de San Antonio de Wemby. Ça restera presque anecdotique, peut-être pas pour San Antonio, mais les Spurs l'ont emporté 131-127 sur le parquet des Wizards. C'était vraiment un rêve, un moment de joie pure. On était juste fiers, c'est notre rêve là, de se retrouver sur le terrain, l'un en face de l'autre, a déclaré Bilal Koulibaly. Alors c'est une belle image pour nous, de magnifiques souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire. Tout simplement, votre avis, Pierre, sur ces retrouvailles? Moi, je trouve assez génial qu'on puisse en fait, avec eux, franchir l'Atlantique, et que ce soit des Français qui, toute proportion gardée, font l'actualité en NBA. On a là deux copains qui devaient déjà avoir plein de rêves quand ils étaient encore plus jeunes, sur les playgrounds des Hauts-de-Seine notamment, et puis après se retrouver chez les Mets. Et là c'est quand même c'est le Graal des basketteurs mondiaux. Ils sont jeunes, ils sont pleins d'avenir. Wemby, on en parle suffisamment souvent ici pour le confirmer, et puis pour attendre encore toujours plus de ce Golgoth, de
cette comète, enfin non, même pas une comète là, de cette star en devenir. Et c'est super attachant de voir ces deux-là qui commencent à réussir et qui commencent vraiment une carrière assez dingue en NBA. Petite anecdote aussi, vous l'avez rappelé, mais ça n'en est pas une. Les victoires des Spurs sont suffisamment rares cette saison pour pouvoir s'en satisfaire. Donc là, au moins, c'est bien, ils ont un petit peu rallumé le compteur. Votre avis, Nicolas? On a vu sur les images, peut-être qu'on va pouvoir les revoir. Il y a une différence de taille entre les deux. Ouais. Grand talent chez les deux, mais 21 cm quand même qu'il est. C'est ça. Bon, ils jouent pas le même poste. Ça, c'est pas un secret. C'est pas le même poste. C'est pas les mêmes fonctions sur le terrain de basket. Mais ce qui est énorme dans ces images-là, c'est que le sport, c'est aussi des amitiés. C'est deux joueurs qui ont grandi ensemble, qui ont évolué ensemble en France, qui se retrouvent aux États-Unis. Voilà, moi, ça me fait penser, enfin, je vais aller sur le ballon ovale, mais ça me fait penser aux amitiés qu'on peut voir dans le rugby, comme Antoine Dupont et Anthony Gelonge, qui évoluent au Stade Toulousain, qui jouent en équipe de France. C'est ça aussi le sport. D'ailleurs, on va voir sur les images, ils se sont côtoyés même dès 13 ans. Ils avaient remporté avec la sélection des Hauts-de-Seine un championnat de France et déjà ils terrassaient les adversaires à l'époque. On le voit sur ces images. C'est ça, c'est qu'en fait finalement ils se connaissent, ils évoluent ensemble et dans le sport on a plein d'exemples comme ça de joueurs qui sont formés ensemble, qui jouent dans les mêmes clubs, qui parfois deviennent adversaires, jouent l'un contre l'autre mais peuvent se retrouver aussi en sélection. C'est deux joueurs français qui vont sûrement jouer en équipe de France ensemble. Pour les Jeux Olympiques, on verra, mais en tout cas dans les prochaines années, ils évolueront sûrement ensemble en équipe de France. Voilà. Après, pour revenir sur l'actualité au niveau de la NBA, la situation des deux est similaire en NBA cette saison. Les Spurs sont derniers de la conférence Ouest. Les Wizards, Washington Wizards de Bilal Coulibaly sont avant-derniers. Ils comptent 35 défaites en 42 matchs avec 7 victoires du côté de Washington Wizards. Concernant Wembanyama, en 43 matchs, il y a 35 défaites. Et seulement 8 victoires, effectivement. C'est compliqué pour les deux joueurs qui sont dans l'apprentissage. Une première saison en NBA, il faut le rappeler. Alors ça a été quand même mis en avant, même du côté des États-Unis. C'est une belle publicité, vous en parliez tout à l'heure, pour le basket francilien, parce que c'est deux joueurs qui ont été formés dans la région, pour le basket français aussi. Pour la formation, exactement. Pour la formation, la pépinière que peut mettre en place la Pro A ou la Pro B. Et de les voir là aussi, ça me fait aussi faire la passerelle très humaine, limite monde des bisounours, en disant pourvu que ça dure aussi ces amitiés-là, et même en NBA, où les enjeux sont quand même là vraiment bien différents. Il y a beaucoup de gros budgets en compte. Les deux là, ils sont en devenir. Wemby a déjà bien crevé le plafond et pas que par la taille. Et c'est là deux de nos futures têtes d'affiche du basket français et international. On peut se souhaiter effectivement, alors pas pour les JO de Paris, mais peut-être pour dans 4 ans à Los Angeles, je crois. Et puis surtout sur le territoire américain. Donc voilà, en gros c'est de toute bonne augure pour le sport, pour ces amitiés-là dont on parle, et pour la formation française qui nous sort de bonnes pépites. Ouais. Dernier mot sur la thématique basket, très rapidement. Et pourquoi pas les voir évoluer peut-être ensemble dans les prochaines années, dans la même franchise en NBA. Juste un mot sur la joie qui a été de courte durée pour les Spurs, puisque quelques jours plus tard, ils ont subi la loi des Philadelphia Sixers, défaite 133-123, avec une prestation majuscule de Joel Embiid, le pivot des Sixers, qui a inscrit 70 points, battant le record de sa franchise. C'est aussi en faisant face à ce genre de joueurs là, Victor Wembanyama a été très bon durant ce match, mais qu'il va devenir peu à peu un géant du basket. Ouais, il faut quand même sur une prestation XXL comme ça, il existe quand même, parce qu'il met 33 points sur ce match-là. 7 rebonds et 2 contre, Donc il est dans ses stats, dans des stats habituels, un petit peu plus même en termes de points sur ses moyennes du moment. Mais quand on se fait éclabousser comme ça avec 70 grains au basket, c'est pas fréquent quand même sur un même joueur. Ça nous fait nous souvenir que le record actuel, et je sais pas s'il sera battu un jour, mais de Will Chamberlain avec ses 100 points dans un match, c'est juste stratosphérique là sur l'histoire. C'était pas le même basket, c'était pas la même période, mais là les 70 points il faut les mettre, et pour Wemby ça fait bosser au moins la défense.
Le mot de la fin sur cette thématique. Moi, je vais aller chercher les raquettes colorées. Je vous laisse répondre pour que vous puissiez voter dans un instant. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est dans ces matchs comme ça qu'on en apprend peut-être le plus, en fait. Ce Wembanyama, il est encore jeune, il vient d'arriver en NBA, et c'est dans des défaites comme ça que ça sert de leçon, qu'il peut apprendre de ses erreurs et savoir comment rebondir après ce genre de défaite. Même s'il y a de nombreuses défaites depuis le début de la saison, je pense que c'est une saison vraiment d'apprentissage, que ce soit pour Wembanyama ou Koulibaly, et c'est dans ces matchs-là où on se frotte au plus grand qu'on en apprend le plus. Voilà pour cette première thématique. Je vous donne vos 2 raquettes, messieurs, parce qu'il va falloir que vous votiez dans un instant, puisqu'on passe tout de suite à notre page débat. Et on va parler de cette grande information, cette information qui a même fait un grand bruit dans le monde local, même le monde français. Selon nos confrères du journal L'Équipe, la ville de Montigny-le-Bretonneux ferait partie des pistes privilégiées par le Paris Saint-Germain pour construire son futur stade. Le club de la capitale souhaite en premier lieu racheter le Parc des Princes, mais si les négociations avec la ville de Paris n'aboutissent pas, elles semblent aujourd'hui au point mort, eh bien les dirigeants qataris travailleraient sur un possible déménagement. Le terrain en question est situé à proximité directe du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, pas celui de Marseille, parce que je pense que ça plairait pas aux Parisiens. C'est à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, un site qui avait déjà été évoqué à l'époque pour la construction du centre d'entraînement du PSG, il y a quelques années, avant le choix de s'implanter à Poissy. L'endroit est assez vaste pour y implanter son stade de 60 000 places ultra moderne et aussi toute l'expérience commerciale voulue par le club autour de l'enceinte. La région Île-de-France, propriétaire de l'île de loisirs, aurait déjà donné son accord à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la ville de Montigny-le-Bretonneux pour mener directement des discussions avec les Parisiens. Et le maire de Montigny-le-Bretonneux, lui, est aussi très enthousiaste sur ce dossier. Regardez ce qu'il a dit dans un communiqué de presse. « Ne boudons pas notre plaisir. Nous sommes évidemment favorables à discuter et travailler sur un projet ambitieux pour le territoire, les habitants et les fans. Cela fait maintenant plusieurs mois que ce dossier avance. Nous sommes dans un mercato avec différentes options. Nous devons donc être mesurés mais fiers de la valorisation de nos atouts dans ce dossier. Le futur stade du PSG à Montigny, messieurs, vous y croyez? Oui ou non? Vous votez? Mitigé pour Pierre, pareil, mitigé également tout pour, dépend du point de vue en fait, sur lequel pour on se Nicolas. Bah, écoutez, on va commencer avec vous, Nicolas. D'un point de vue historique et sportif du côté du PSG, je pense que c'est pas une bonne idée parce que Paris Saint-Germain, tout simplement en fait. Alors qu'est-ce que ça deviendrait? J'ai proposé, on en parlait cette semaine en rédaction, mais Sky, reprendre Saint-Quentin en Yvelines et mettre Saint-Qatar en Yvelines, peut-être. Donc non, je pense que au niveau de l'histoire du club, ça n'a pas de cohérence et de pertinence. Et je pense même que les fans et même les ultras, les associations d'ultras du Paris Saint-Germain, ne sont pas favorables à cela parce que on quitte Paris en fait. Et le PSG a déjà aussi quitté Saint-Germain-en-Laye. Il y a l'identité Saint-Germain dans le nom Paris Saint-Germain. Voilà, Saint-Germain n'a plus de raison d'être puisque maintenant ils sont installés à Poissy. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste du Paris Saint-Germain à Saint-Germain, peut-être l'équipe féminine qui a déménagé à Poissy aussi. Maintenant, il y avait les jeunes aussi, ils ont déménagé aussi à Poissy. Tout le monde est à Poissy. Le PSG n'est plus existant à Saint-Germain, ils sont à Poissy maintenant. Donc quitter Paris, ce serait invraisemblable. Ça serait la fin du nom, en tout cas Paris Saint-Germain. Par contre, et c'est là où je suis plutôt favorable, de l'autre côté, d'un point de vue du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'un point de vue des Yvelines, c'est le Graal. Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueille le stade du Paris Saint-Germain, le meilleur club actuel en France, le meilleur club de football, ce serait l'idéal et ce serait encore un coup de projecteur qui ferait suite aux Jeux Olympiques, puisque ce serait dans les années qui suivent les Jeux Olympiques de Paris. D'autant qu'on le voit à l'image, Pierre, le PSG est maintenant installé dans son nouveau campus de Poissy. On a une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin-en-Yvelines, voilà, à peu près. La solution n'est pas idéale. Vous étiez aussi mitigé sur la question d'avoir un stade à proximité finalement de son centre d'entraînement. Oui, il y a deux réflexions et deux axes. Le premier, c'est vraiment du marketing pur, et le deuxième, c'est presque, je dirais, administratif et juridique. Sur le marketing, Nicolas l'a rappelé, on passerait du PSG au MLBP, Montigny-le-Bretonneux, Poissy, si on reprend en gros la genèse de la marque PSG. Alors il faudrait pour ça, puisque maintenant c'est réellement une marque mondialement connue, alors évidemment pas non seulement en France mais partout dans le monde. Donc
il faudrait garder cette identité-là, mais maintenant avec des géolocalisations un peu différentes. Sportivement, pour faire la passerelle, effectivement, ça serait un confort de plus pour l'ensemble des catégories du PSG, donc pas que pour les garçons et les filles professionnelles, mais en gros toutes les catégories formées au PSG. Il y a du sens, effectivement, il y a du sens puisque il y a quand même une histoire au-delà de Paris, il y a une histoire dans les Yvelines avec Saint-Germain d'abord et puis maintenant Poissy. Et qui sait peut-être Montigny-le-Bretonneux, mais on est plus, pour basculer sur la partie administrative et juridique, sur un coup de pression. Je pense que là, la direction Qatari et Nasser font des effets d'annonce, à mon sens, pour mettre la pression sur la mairie de Paris. Parce que si là, on remet le coup de projecteur sur Paris, au-delà du Parc des Princes, Paris, etc., et l'histoire même du PSG, que ferait la ville de Paris du Parc des Princes si le PSG déménageait? On a en plus, en son temps, il y aurait pu avoir une réflexion avec le Stade Français Paris côté rugby, mais maintenant on a un stade qui est à 10 mètres. Jean Bouin est un joli écrin de rugby maintenant et qui fonctionne aussi avec d'autres activités, et notamment celle d'accueillir pour l'instant le FC Versailles en football. Mais donc en gros, qui pourrait utiliser le Parc des Princes si ce n'est le PSG actuellement? Donc je pense que c'est le dossier Stade de France, là en l'occurrence, est aussi un petit peu enterré parce que ça faisait partie des pistes. Il y avait aussi pistes pour le PSG, notamment. Voilà, mais pour plein de raisons, c'est peut-être, ça serait presque même moins évident de rentabiliser et de pousser le projet au Stade de France que de construire un stade à Montigny-le-Bretonneux, par exemple. Mais pour rejoindre Pierre et pour le pousser plus loin, au-delà du côté juridique et de l'avenir du Parc des Princes et par rapport à la mairie de Paris a aussi un gros... le PSG, c'est un gros gain pour la mairie de Paris. Au niveau de l'image, au niveau de l'aspect, il y a des touristes qui viennent à Paris juste pour le PSG. Et le PSG de l'autre côté veut son stade de propriété. Oui. On peut comprendre aussi, parce que pour se hisser au niveau des autres clubs de rang international, il faut un stade de propriété, être propriétaire de son stade. Propriétaire de son stade, mais là aussi où il y a des contraintes juridiques, et puis en termes d'urbanisme aussi, c'est qu'ils veulent être propriétaires de leur stade, mais ils veulent aussi agrandir le Parc des Princes. Et développer toute une expérience commerciale. Parce que comme Pierre l'a dit, le stade Jean Bouin est à 10 mètres. Comment agrandir le Parc des Princes et faire des travaux, réaliser des travaux au Parc des Princes aujourd'hui par rapport à la situation. Et avec le périphérique en dessous. Et avec le périphérique en dessous. Donc il y a cette problématique-là aussi. Après, je pense que le PSG va trouver une solution s'il y a des travaux qui sont engagés au Parc des Princes pour aller jouer peut-être au stade de Charletti, je sais pas. Mais voilà, la mairie de Paris a quand même un intérêt économique et d'attractivité parce qu'il y a des touristes aujourd'hui qui viennent du monde entier et qui viennent notamment pour le Paris Saint-Germain. Niveau transport, si on regarde les infrastructures, alors sans bouchon, Montigny et Paris, on peut rejoindre en une vingtaine de minutes. À proximité, il y a l'A12 et l'A13. La commune est desservie aussi par plusieurs lignes de transport en commun, le RERC, les lignes N et U du Transilien. La ligne 18 passera non loin de là à l'horizon 2030. Est-ce que les infrastructures sont suffisantes pour vous ? Dans le cas, alors voilà, on est vraiment dans l'hypothèse, si jamais le stade se construit là, pour accueillir le flot de supporters. Suffisante, sans doute, et on verra d'ailleurs sur un premier test grandeur nature, grandeur mondiale pendant les JO notamment, sur toutes les épreuves olympiques qui sont organisées dans les Yvelines, mais rien à voir par rapport au confort et à la praticité du Parc des Princes pour Paris, pour les supporters parisiens. À part on va dire la capacité de parking, on va dire pour ceux qui viendraient en voiture, mais en métro, bus entre autres et les RER qui arrivent vraiment pas loin, le Parc des Princes concentre tous les avantages en l'occurrence là-dessus. Parce que l'aspect environnemental aussi à prendre en compte, on est dans une zone Natura 2000 qui est protégée, il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui sont à proximité à l'île de loisirs. On se souvient à l'époque de la recherche du nouveau centre d'entraînement, notamment à Thiers-Valgrignon, qui était un autre site, il y avait une levée de bouclier au niveau de l'environnement. Là, c'est un aspect aussi à prendre en compte pour une île de loisirs. C'est un aspect à prendre en compte. Après, le feu vert sera donné par la région Île-de-France, puisque le conseil départemental des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines, qui étaient engagés dans le syndicat de gestion de l'île de loisirs, eh bien, se sont désengagés. Maintenant, c'est la région qui prend le lead et qui est propriétaire et seul propriétaire et seul gestionnaire de l'île de loisirs. Donc, la région
a laissé à Saint-Quentin-en-Yvelines engager les discussions avec le club directement. Donc la région n'est pas intermédiaire, mais en revanche, le dernier mot sera donné par la région Île-de-France. Ça concernant l'aspect juridique, disons, de l'île de loisirs. Mais sur les transports, après, il faut regarder ce qui se fait en Europe. En Angleterre, à Londres, vous n'avez pas un... Allez, Stamford Bridge, peut-être le stade de Chelsea. C'est le seul stade qui est vraiment presque en cœur de ville. Sinon, le reste des stadiums, le stade de West Ham, c'est le stade olympique de Londres, et bien c'est à l'extérieur de la ville. Et tous les stades sont à l'extérieur. Twickenham, c'est le stade de rugby est à l'extérieur de la ville. Donc 20 minutes pour aller jusqu'au stade du PSG, ce serait pas choquant si on regarde ce qui se fait en Europe. Et on peut mettre une petite pièce que c'est finalement peut-être ce coup de bluff aura peut-être réussi à faire avancer le dossier qui est là figé depuis quelques semaines, quelques mois, et de remettre la ville de Paris et le PSG autour de la table, et a priori de trouver une solution sur le Parc des Princes. A priori, c'est ce qui serait... Donc pour vous, le PSG va rester au Parc des Princes? Moi, je pense que oui, que c'est un coup de pression, un coup de bluff gagnant, et qui permettra au PSG de rester au Parc. Ça, c'est d'ordre politique. Hein. Oui, en plus, je le disais, un stade du PSG à côté d'un vélodrome. Je ne sais pas si ça passerait auprès des supporters. Vous nous avez donné aussi vos suggestions sur pourquoi pas un nom qui pourrait être le nouveau du Paris Saint-Germain. On verra. Et vous 5 Qatar en Yvelines. 5 Qatar en Yvelines. On va bien sûr suivre ce dossier avec attention, qui reste aujourd'hui encore hypothétique. Alors on va continuer, messieurs, cette page débat avec du tennis. La saison a redémarré avec l'Open d'Australie où deux de nos Yvelinois étaient en lice. Malheureusement pour eux et pour nous, l'aventure s'est très vite arrêtée. Le premier tour s'était pourtant bien déroulé, bien passé pour Caroline Garcia. On va voir ses résultats. La native de Saint-Germain-en-Laye avait battu la japonaise Naomi Osaka, double vainqueur du tournoi du Grand Chelem et qui était de retour sur les cours après 15 mois d'absence. Succès en 2-7, 6-4, 7-6. Où la numéro 1 française s'est montrée très solide, mais presque tout a été balayé d'un revers de main au tour suivant, avec, vous le voyez encore, Caroline Garcia qui a craqué face à la polonaise Magdalena Frech. Si on peut revoir les résultats s'afficher s'il vous plaît en régie, une défaite en 2-7, 6-4, 7-6 face à la 69e joueuse mondiale, où au contraire, eh bien, cette fois-ci, Caroline Garcia a paru fébrile. De l'autre côté, dans le tableau masculin, autre désillusion, autre défaite pour le tennis français, le tennis yvelinois, Arthur Hinderknecht qui a été sorti dès le premier tour. Le Saint-Germanois qui est 94e au classement ATP a été défait par le 64e joueur mondial, le russe Pavel Kotov. Le français a été combatif, mené 2-7-0. Il a sauvé une première balle de match avant de revenir à hauteur de son adversaire dans la rencontre. Il a finalement cédé dans le 5e set. Score final 7-5, 6-1, 6-7, 6-7, 6-3. La question sur cette thématique, est-ce qu'on peut parler de réel flop de nos deux Français, de nos deux Yvelinois sur ce tournoi? Réponse qui ne fait aucun doute pour vous. Pierre, pourquoi c'est un flop pour Malheureusement, oui. On parle souvent d'Arthur à l'Open d'Australie. Au départ, il y a 3 ans, c'était en termes assez élogieux. Depuis, on a du mal à pouvoir à s'enthousiasmer sur le niveau et les performances d'Arthur. Pour Caroline, on était allé dans les plus hautes sphères avec ses victoires, notamment en Masters. Là, elle passe quand même un tour, on va dire. Pour Arthur, c'est un match marathon, mais qu'il perd au final. Et là, presque éclipsé. Alors moi, je me rassurerait et me contenterait au niveau non plus départemental mais national du petit Arthur Cazot et de ses performances qui auraient pu aller même encore un petit peu plus loin. Voilà encore à nouveau une petite pépite donc qu'il va falloir suivre de près en espérant qu'il confirme vite. Mais pour nos deux Yvelinois, oui, malheureusement on peut pas en ressortir vraiment quelque chose de positif ou un espoir en disant on verra sur les autres tournois du Grand Chelem, par exemple, ou au moins les autres Masters. Mais ouais, c'était un peu décevant. Gros flop, la seule peut-être éclaircie, c'est ce match où Arthur Hinderknecht est revenu. Malheureusement, effectivement, il le perd au final, mais il a su quand même exister dans ce match. Caroline Garcia aussi avait fait un très beau premier tour sur cette Open d'Australie. En fait, on en revient toujours au même problème, et je crois que ça a été évoqué dans les grandes gueules du sport chez nos confrères de RMC, que Arthur Manarino a travaillé psychologiquement ces dernières années pour revenir à un bon niveau. Alors,
Mannarino revient à un bon niveau ces derniers temps, grâce à un travail psychologique. Et moi, je pense que le problème de nos tennisman et tenniswoman, de notre tenniswoman yvelinois, c'est psychologique en fait. Et Caroline Garcia, c'est pas la première fois qu'on voit qu'il y a une grosse performance et puis après il y a une contre-performance. D'ailleurs, je la cite, elle a dit: je joue une fille qui est moins bien classée que moi, pourquoi je me mets dans des états pareils? J'en sais rien en fait, dans une certaine période c'est comme ça et je n'arrive pas à passer au-dessus de ça. C'est purement mental. C'est mental, c'est clairement mental. Le tennis, c'est ça en fait, ça se passe dans la tête. Un premier set remporté, il faut savoir tenir la rencontre. C'est pas parce qu'on a gagné le premier set que derrière, il faut se reposer sur les lauriers. Le tennis, c'est en 2 sets et c'est en 3 sets chez les garçons. Donc il faut savoir tenir un match. Mais c'est comme dans tous les sports, j'ai envie de dire. Un match de foot, ça dure 90 minutes. Un match de rugby, ça dure 80 minutes et c'est pas une mi-temps et puis après on n'existe plus sur la deuxième mi-temps. C'est la régularité en fait le sujet. Et le problème après, pour citer à nouveau Mannarino, c'est que derrière il prend Djoko et puis ils prennent des bulles. Ils prennent des bulles. Donc c'est les montagnes russes en fait, en gros dans les performances avec parfois des coups d'éclat. Exemple Arthur Cazaux sur ses premiers tours, et puis Mannarino qui finit par en rigoler, mais qui prend une démo face à Djokovic. Et après, quand on regarde les derniers résultats, le meilleur résultat de l'année 2023 pour Arthur Hinderknecht, c'est une victoire au Zug Challenger Tour. Et Caroline Garcia, elle fait une finale à Monterrey qu'elle perd contre Donna Vekic, 3e mondial à ce moment-là, en 3-7. Elle nous a habitués à faire des comebacks, c'était le cas sur l'année 2022, elle va chercher ce titre Masters. L'année dernière, c'est vrai que c'était une saison blanche pour elle. Vous y croyez un énième comeback ou c'est trop tard pour elle? Elle a encore quelques belles années devant, elle a que 30 ans, Caroline Garcia. Pourquoi pas? Après, il faut travailler avec peut-être un préparateur mental. C'est ça, le sujet, c'est la régularité des performances, c'est ne pas s'effondrer après une contre-performance, c'est savoir rebondir assez rapidement. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a l'aspect physique. S'il fallait parler par exemple de Nadal, tentative de retour de Nadal, comeback, et on sait que là, le problème était physique et ça semble être confirmé. C'est-à-dire qu'en plus, la machine n'a pas tenu. Donc, et voilà une bête mentale et un sportif de très très haut niveau. Il l'a suffisamment montré pendant sa carrière. Mais là, il y a vraisemblablement, espérons pour la suite, mais vraisemblablement le corps dit stop là, à ce moment-là. Donc, subtil alliage entre le physique et le mental. Pour l'instant, nos Français n'arrivent pas à avoir les deux en même temps. Et sur Arthur Hinderknecht, alors vous parliez de ses belles années, 2020, 2021, 2022, il avait gagné des titres Challenger, et effectué aussi des finales ATP, qu'il a perdu, il s'était hissé jusqu'au 46e rang mondial, c'est aujourd'hui son plus haut classement au niveau ATP pour quelqu'un, on le rappelle, qui est rentré tard sur le circuit à seulement 25 ans. On a quand même l'impression, j'aimerais vous entendre sur ça, qu'il a atteint un certain plafond de verre, on ne voit pas forcément aller plus haut, et finalement il a peut-être obtenu déjà le maximum qu'il pouvait déjà dans sa carrière. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Je pense que c'est le cas, parce que quand on regarde les résultats l'année dernière, Open d'Australie, il s'arrête au premier tour, Roland Garros s'arrête au 2e tour, Wimbledon premier tour et US Open 3e tour. C'est son meilleur résultat en Grand Chelem, 3e tour à l'US Open. Voilà. Ouais, on sait qu'il a commencé sa carrière de tennisman plus tard que tous les autres, avec d'autres sports qu'il faisait avant. Il commence par un coup d'éclat, dont on parlait encore récemment sur l'Open d'Australie. Là, en gros, c'est au minimum, même si c'est pas le plafond de verre, c'est une courbe de progression qui est vraiment flat et qui mériterait un nouveau coup d'éclat. Mais est-ce que c'est possible, quel que soit le tournoi? Là, pour l'instant, en tout cas, ça ne s'est pas passé en 2023. On va croiser les doigts pour 2024. Arthur Hinderknecht, on le disait, redescendu au 94e rang mondial, qui sur les cours en ce moment, à l'heure où on enregistre sur cette émission, les cours de l'Open de Quimper. Et pour Caroline Garcia, citons quand même qu'elle est allée jusqu'en quart de finale de l'Open d'Australie, mais en double avec Kristina Mladenovic. L'Open d'Australie qui se termine pour la finale dame le 27 janvier, la finale homme le 28 janvier. Je vous donne les personnes, les tennisman, tenniswoman qui restent sur le tableau. Alors côté femme, l'américaine Coco Gauff, la russe Alexa Sabalenka, l'ukrainienne Yastremka et la chinoise Qin Wen. Chez les hommes, Djokovic, Sinner, Medvedev et Zverev qui s'est qualifié aux dépens d'Alcaraz. Vous voyez un petit pronostic sur le tableau féminin, masculin, sur le tableau féminin?
Moi, Coco Gauff peut-être. J'allais dire ça chez les femmes, mais chez les hommes. moi je dirais Zverev là qui est Djokovic, sorti. Je pense que ça sera Djokovic. Zverev, Djokovic. Allez, moi je mets une petite pièce sur Sinner, forcément. Allez, bon, J'espère qu'il va enfin remporter un premier tournoi du Grand Chelem. Lui qui a perdre. Voilà. Il va perdre. J'aurais pas dû mettre ma pièce sur lui. Lui qui enchaîne quand même quelques bons résultats dernièrement sur le circuit mondial. Allez, on passe à la prochaine thématique. J-284 avant, 184 même, j'ai rajouté une centaine avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, une échéance attendue avec impatience avant même la cérémonie d'ouverture, on le rappelle prévue le 26 juillet, les épreuves qui auront lieu dans le département, les Yvelines vont accueillir le 23 juillet le relais de la flamme olympique, elle traversera 8 villes, cette flamme olympique, Versailles, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Les Mureaux, Guyancourt, Rambouillet, Mantes-la-Ville et Saint-Rémy-les-Chevreuses, et il y aura en tout plus de 100 éclaireurs dans les Yvelines, c'est le nom qu'on donne aux porteurs de la flamme olympique. On connaît désormais l'identité des premiers porteurs de la flamme, car 6 ont été choisis par le département des Yvelines. Alors vous allez voir leurs visages s'afficher, ils ne sont pas forcément connus du grand public, mais on va les présenter. Roger Giquel, peut-être le plus connu, 92 ans, porteur de la flamme olympique aux Jeux de Grenoble, c'était les Jeux d'hiver en 1968, figure associative et de l'athlétisme à Saint-Germain-en-Laye. La rambolitaine Manon Chanclus, 15 ans, qui est suivie par les services de l'aide sociale à l'enfance du département depuis 10 ans. Elle est judocate et elle est passionnée par les chevaux, elle ambitionne de devenir pompier. Jonathan Lefebvre, 40 ans, agent de sensibilisation au handicap au sein de la commune des Mureaux. Il pratique le para-handball depuis ses 16 ans. Annick Vatrin, 93 ans, qui est impliquée depuis toujours dans la vie associative de Mantes-la-Ville. Elle a également pratiqué la danse jusqu'à ses 90 ans. Enfin, Clémence de Salverte, 20 ans, habitante de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui pratique de nombreux sports. Alors les critères de sélection pour le département des Yvelines, ce département a voulu récompenser l'investissement dans le monde associatif et sportif et promouvoir aussi les valeurs de citoyenneté et de courage. Ces éclaireurs seront aux côtés de grands sportifs, de grandes personnalités. On ne connaît pas aujourd'hui leur nom, ça sera dévoilé d'ici le mois d'avril. Est-ce que vous validez tout simplement cette démarche du département? Un grand oui, Nicolas? Oui, c'est voilà comment faire participer les Françaises et les Français à cette année olympique, en fait, à inclure en fait les personnes, les habitants, les concitoyens dans cette grande fête que seront les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on voit que ce n'est pas l'État et le pouvoir central qui contrôle tout, mais il y a la décentralisation qui fonctionne dans cette attribution, et là c'est le conseil départemental des Yvelines qui choisit ses acteurs, parce que le conseil départemental est au plus proche des habitants, il connaît ceux qui s'engagent, il y a même des personnes qui bénéficient de dispositifs départementaux. Je pense à cette jeune Manon. Manon Chanclus qui est accompagnée par l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est un dispositif d'aide et d'accompagnement pour les enfants et les jeunes qui sont en difficulté. Voilà un bon exemple en fait du fonctionnement de la décentralisation à la française. Voilà. On est purement dans cet esprit de génération 2024, de donner aussi un certain héritage, c'est de convier le plus grand nombre finalement pour ces Jeux Olympiques. On a suffisamment dit ici notamment que la perspective des JO à Paris manquait de cette vraie dimension populaire, avec le prix des places notamment et des packages qui étaient proposés, pour pouvoir se réjouir de cette vraie dimension humaine, sportive et populaire, avec vraiment l'ancrage local yvelinois, avec des vrais sportifs en gros, et de faire rentrer leur quotidien dans le trajet de la flamme à quelques jours de l'ouverture officielle des JO le 26. Choix dans la date, choix des candidates, choix des candidats. On est vraiment dans le port des Yvelines au plus haut point, et puis avec toutes les épreuves qui vont être organisées dans les Yvelines, on va passer là des bons moments populaires. Il y en aura d'autres qui seront réservés. J'en dis pas plus, qui sont réservés à ceux qui peuvent, mais au moins avec cela, on a l'image et le sport des Yvelines qui sont bien représentés. Nicolas, ce qui est fantastique, c'est aussi, vous avez donné les âges, c'est transgénérationnel en fait. On a une jeune fille de 15 ans, on a quelqu'un qui a 92 ans, 94 ans, Annick Vatrin 93 ans. Ouais. Voilà, c'est génial en fait de faire participer toutes les Françaises et tous les Français à ce moment en fait, à ce moment de fête, à la gloire du pays en fait. Et juste
pour cette information. Donc le département des Yvelines a nommé ses éclaireurs. La région Île-de-France aussi. On retrouve notamment l'arbitre féminine Stéphanie Frappard, qui n'arbitre pas que les sections féminines, mais bien sûr aussi en Ligue 1. Il y a aussi Frédéric Martz, juste pour citer, parce qu'on l'a déjà rencontré à TV78. Elle s'occupe de l'association Women Safe, qui vient en aide aux femmes victimes de violences à Saint-Germain-en-Laye. Alors, je le disais tout à l'heure, le nom des personnalités et des sportifs est pour le moment tenu secret. Le comité d'organisation de Paris 2024 va dévoiler les noms d'ici le mois d'avril. Et qui vous rêvez de voir dans les Yvelines porter la flamme olympique? Quelques bruits de couloir ou avec quelques sportifs et sportives. On a déjà quelques noms qui sont sortis parce que juste elles ont fait fuiter ils ont fait fuiter le fait qu'ils aient été choisis. Et alors c'est qui? Vous pouvez le dire? Non, je vais leur laisser, je leur laisserai justement le bonheur de l'annoncer officiellement. Et après en rêve on en a quand même pas mal. Moi, des petits rugbyman nés ou formés dans les Yvelines et qui jouent maintenant ici ou ailleurs, ça serait peut-être pas mal. Bon, on en reparlera sur la page rugby, par exemple. Pourquoi pas Léo Barré? Voilà, exactement. Voilà, ou un Henri Chavancy, comme ça. Ça pourrait être pas mal. Au-delà des porteurs, moi, on en a parlé cette semaine en rédaction de Grégory. J'allais vous demander un pronostic. Je pense que je vois où vous voulez en venir. C'est surtout, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, mais ça sera vraiment au dernier moment, au moment où on verra la cérémonie, c'est celui qui va allumer la flamme. Et la vasque olympique. Et voilà, c'est... Zinedine Zidane, ce serait juste exceptionnel de le voir allumer la flamme, la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Zidane, Marie-Josée Pérec, David Douillet, c'est les premiers noms qui circulent, mais voilà, le comité olympique garde pour le moment le secret. Et pour vous, est-ce que vous avez un pronostic? Est-ce que vous voyez un grand sportif, peut-être deux sportifs? Ceux que vous avez cités, pour la vasque, c'est presque de l'évidence. Dans ceux que vous avez cités, pronostic difficile à dire parce que c'est quand même un poste et une fonction qui est hautement symbolique. Donc des champions olympiques, on en a encore quand même pas mal. Je m'y risquerai pas là. N'empêche que Zinedine Zidane, ce serait un beau pied de nez aux Anglais, voilà, par rapport à 2012, puisqu'en 2012 c'est David Beckham qui avait allumé la vasque olympique. Donc ce serait logique, quoi. Et pour vous, ça représente quoi? Ce sera la dernière question sur cette thématique. On parle beaucoup des Jeux Olympiques, des épreuves. La flamme, le relais de la flamme olympique, c'est quand même symbolique. C'est une belle fête avant le début de ces épreuves. C'est le protocole. C'est le protocole. On sait que c'est l'avant Jeux Olympiques. On sait que ça y est, ça arrive. En fait, dès que la flamme est allumée à Olympie, on se dit c'est bientôt. C'est le côté universel que je noterais avec justement là c'est. Tous les sports sont sous cette même symbolique et tous ces sportives et sportifs sont les relais de la candidature des Jeux à Paris et de tous ceux qui vont y participer, de tous ceux qui vont être spectateurs avertis et enthousiastes de cet événement. Et pour juste la cérémonie d'ouverture, c'est 3 heures. Moi, depuis j'ai le souvenir de 2004. De 2004 jusqu'à aujourd'hui, moi je suis resté les 3 heures devant la télé à chaque cérémonie d'ouverture, que ce soit jeu d'été et jeu d'hiver d'ailleurs. Donc relais de la flamme olympique qui va passer par plusieurs pays, dans toute la France aussi, et dans les Yvelines, ce sera le 23 juillet prochain. Il y a aussi la flamme paralympique, n'oublions pas les Jeux paralympiques qui suivront ces Jeux olympiques fin août, début septembre. Elle passera le 27 août, cette flamme paralympique, à Houdan et au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et pareil, on connaît les premiers éclaireurs choisis par le département des Yvelines. La paracycliste sur route de 21 ans, Jeanne Le Pêcheur. Il y aura aussi Quentin Bouteville qui est handballeur handball fauteuil à Houdan. C'est l'heure de l'envolée, Nicolas Dandry. Alors ce n'est pas sans émotion que je vous passe le flambeau justement, pour cette envolée. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Eh bien, envolons-nous, on va s'envoler à Saint-Germain-en-Laye. Triste destinée pour cette sous-préfecture des Yvelines, plusieurs fois reléguée au second plan de l'histoire. Berceau royal du Moyen-Âge, de la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle et la décision du roi Soleil de transférer la maternité des rois de France à Versailles. Voilà sa première relégation à Saint-Germain-en-Laye. Regardez ensuite, à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de paix avec l'Allemagne a été signé à Versailles.
Et le traité de paix avec l'Autriche-Hongrie a été signé à Saint-Germain-en-Laye, encore une fois, relégué au second plan. Et encore aujourd'hui, le PSG a décidé de transférer son centre d'entraînement du camp des loges de Saint-Germain-en-Laye à Poissy. Pauvre Saint-Germain-en-Laye, mais alors attention, aujourd'hui, solennellement, je vous le dis, on va remettre l'église au milieu du village. Rendons à Saint-Germain-en-Laye ce qui appartient à Saint-Germain-en-Laye. Les lettres de noblesse à cette cité royale bis des Yvelines, la première étant Versailles. Mais c'est pas Versailles ici, c'est Saint-Germain-en-Laye. Alors, Saint-Germain-en-Laye reste une cité maternelle sportive. C'est le cas d'Amélie Mauresmo, née le 5 juillet 1979 à Saint-Germain-en-Laye. Caroline Garcia, née le 16 octobre 1993 à Saint-Germain-en-Laye. Ça vous en smatch un coup, hein, les gars. Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et alors, Reprise le tournoi Destination 2024 va débuter bientôt. Saint-Germain-en-Laye va vu naître. Cette commune a vu naître, attention, le 6 novembre 1998, Mathieu Jalibert, le numéro 10 du 15 de France. C'est peu connu, mais pourtant, oui, Jalibert est Yvelinois de naissance. Après avoir assuré ce rôle de numéro 10 durant la Coupe du Monde 2023, Mathieu Jalibert devrait être le titulaire au poste de demi d'ouverture du 15 de France pour débuter face à l'Irlande le 2 février prochain. La destinée de doublure a basculé lors de la blessure de Romain Ntamak juste avant le mondial. Mathieu Jalibert est propulsé numéro 1 au poste de numéro 10 alors qu'il a toujours endossé le rôle de remplaçant. 11 titularisations en 22 matchs depuis 2020 jusqu'au début de la Coupe du Monde. Avec 30 sélections à 25 ans, le Saint-Germanois de naissance réalise un début de saison avec l'Union Bordeaux-Bègles, mais qui est tout simplement exceptionnel. Mathieu Jalibert participe largement à la réussite de Bordeaux-Bègles, actuellement deuxième du top 14, et qualifié pour les phases finales de Coupe d'Europe. Il dynamise le jeu, anime la ligne d'attaque fantastique de Bordeaux-Bègles. Plus qu'une doublure avec à ses côtés Maxime Lucu, il fait partie des leaders de ce 15 de France. Alors martelons-le, Mathieu Jalibert est né à Saint-Germain-en-Laye. Certes, il n'a pas grandi, mais c'est un enfant Saint-Germanois qui remet au premier plan cette ville des Yvelines. Bravo Nicolas pour cet envolé. Comme Mathieu Jalibert, du rôle de remplaçant, vous êtes passé titulaire aussi dans cette émission. Et merci pour cet envolé. Un petit avis Pierre. C'est très bien de remettre l'église au milieu du village avec encore une fois de nombreux atouts des Yvelines, de cette jolie ville. Effectivement, au départ ville au premier plan et puis qui par différents truchements après derrière de l'histoire est passé relégué au deuxième plan. Mais on voit qu'il y a quand même encore matière à en parler de cette jolie ville, ce joli château. Et puis au-delà du fait que c'est une ville où il fait très bon vivre, au dire de ceux qui y sont. Et sur Mathieu Jalibert Mathieu Jalibert, je suis pas un fan de la première heure, mais il faut quand même reconnaître que qu'il a vraiment pris sa chance, si on peut parler de ça concernant la blessure de Romain Ntamak, avec un joueur qui est un drôle de bonhomme, mais qui, c'est vrai, là, depuis ce début de saison, là, participe à l'élan collectif de l'UBB et qui donne de nombreuses garanties avec ses nombreux succès. Et je pense que de toute façon, on va vivre un tournoi destination un petit peu particulier avec notre charnière fétiche en moins, avec un Romain Ntamak en 10 qui est convalescent, et puis un Antoine Dupont qui, lui, a fait le choix du rugby à 7 sur les Jeux Olympiques. Donc on va avoir un tournoi spécial. Si effectivement Fabien Galtier surfe sur la vague, il va mettre la charnière bordelaise pour démarrer face à l'Irlande. Et puis on a juste derrière celle du Racing 92 qui pousse derrière avec Gibert et Le Garec qui pourront faire plus que suppléer si jamais il y a quoi que ce soit au niveau de la charnière bordelaise. Nicolas, racontez-nous la genèse de cet envolé. Pourquoi vous avez voulu parler de ce sujet ? C'est vrai qu'on parle souvent de Caroline Garcia qui est née à Saint-Germain-en-Laye, mais qui n'a pas grandi, qui a fait peut-être quelques années, mais elle n'a pas été formée dans les Yvelines. Mais en tout cas, elle est née à Saint-Germain-en-Laye. Justement, j'ai voulu replacer et dire que Mathieu Jalibert aussi était né à Saint-Germain-en-Laye, d'un père militaire qui a été ensuite muté en Nouvelle-Calédonie, et il a commencé le rugby à Nouméa avant de revenir en métropole, et il a été formé à Bordeaux, à l'Union Bordeaux-Bègles. Donc oui, il est bien yvelinois de naissance, Mathieu Jalibert.
On en a d'autres, hein, des rugbyman, Oui. des rugbyman yvelinois, alors, formés pour certains à Versailles, voilà, qui commencent à bien performer. Peut-être qu'on en dira un mot dans un instant. Et sur le tournoi destination, vous le voyez comment? Bah écoutez, le tournoi destination, moi je l'ai vécu au plus près, hein, je l'ai vécu au plus près de la Coupe du Monde. J'ai vu des joueurs meurtris juste après le match de l'Afrique du Sud. Je pense notamment à Grégory Aldrit qui s'est présenté face aux journalistes du monde entier, parce qu'il y avait des journalistes du monde entier, qui s'est présenté en conférence en zone mixte et qui était effondré. D'ailleurs, c'est un joueur qui a pris 2 mois de repos, qui a coupé complètement avec le sport avant de reprendre début janvier avec son club. Écoutez, justement, par rapport à ce côté meurtri, je pense que les joueurs vont être mobilisés. La grande majorité des 34 joueurs qui ont été convoqués actuellement à Marcoussis ont participé à la Coupe du Monde. Il y a un vent de jeunesse aussi, insufflé par Fabien Galtier. Fabien Galtier qui a aussi un nouveau staff. Donc oui, moi je vois les Français, de toute façon le premier match sera déterminant, mais je vois bien les Français performer durant ce tournoi destination pour effacer justement ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Peut-être avec une petite surprise versaillaise? Oui, de derrière les fagots, en fonction du... Là, ça serait aussi avec au gré des blessures ou des tests, mais effectivement, il se bruisse que notre petit protégé du Stade Français Paris, formé à Versailles, Léo Barré, serait pas très loin de rejoindre le staff de l'équipe de France. Vu le début de saison qu'il nous fait avec le Stade Français Paris, c'est pas étonnant du tout. Dans tous les cas, en termes de pronostic, on va être fixé dès le premier match. Dès le France-Irlande du vendredi 2 février, on sera fixé. Méfions-nous quand même aussi des Anglais, qui quoi qu'on dise, est la meilleure équipe du tournoi destination, la meilleure équipe européenne en Coupe du Monde, sur la récente. Ça peut faire mal de le dire, mais c'est un fait. Donc les Écossais aussi, attention aux Écossais. Bien sûr, avec nos amis écossais aussi, c'est les seuls qui ont pas de grand chelem depuis très 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 longtemps, les Écossais. Et donc bon, pour le petit chauvinisme aussi de voir l'équipe de France conquérante, il y a beaucoup d'absents côté irlandais. Aussi, il y a 4 ou 5 titulaires en puissance qui sont absents, notamment sur le premier match. Nous, on a quelques blessés aussi depuis et quelques absents, dont Antoine Dupont, absent de taille, mais on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu. Aucune chance pour l'Italie, Nicolas. Alors ça, je sais pas, juste pour Gonzalo compléter. Quesada qui a pris les Exactement. rênes. Et puis il y a Ange Capozzo aussi, la star italienne. Juste pour compléter les propos de Pierre Chevalier à propos de Léo Barré, c'est une information dévoilée ce matin par Midi Olympique, repris notamment par Actu Rugby. Léo Barré serait convoqué à Marcoussis jeudi pour poursuivre la préparation du 15 de France, sachant qu'en fait, la nouvelle organisation aujourd'hui entre la fédération et les clubs de Top 14 veut que l'équipe de France libère certains joueurs pour pouvoir jouer ce week-end, puisqu'il y a une journée de Top 14, le championnat de France se poursuit, alors que l'équipe de France prépare le tournoi destination, et donc certains joueurs seraient appelés en complément pour poursuivre la préparation des matchs, et Léo Barré ferait partie de ces joueurs-là. Voilà. On espère avec un gros avantage, c'est qu'il joue 10, 12, 15, et donc il couvre pas mal de postes derrière, et ça peut donner pas mal de solutions. Ça nous donnera de prochains sujets pour le SOP. On va terminer justement ceci, on parlait sport avec une découverte. Et parler d'une discipline qui commence à se faire connaître, c'est le wakeboard. Et les sports du wakeboard français est yvelinois. Thibaut Lagel a seulement 16 ans, il se lance dans ce sport de glisse il y a 2 ans. Ce sportif originaire de Vaux-sur-Seine a découvert cette discipline à l'âge de 14 ans. Depuis, sa progression est fulgurante. En seulement 2 ans, il gagne le championnat de France 2 fois d'affilée. On l'écoute. Il y a 3 ans, je me disais pas champion de France, et encore moins une deuxième année de plus. Participer au championnat du monde, participer au championnat d'Europe avec l'équipe de France, ça fait beaucoup de choses en si peu de temps. Même si il a été sélectionné en équipe de France, l'Yvelinois reste prudent, il se laisse 2 ans pour évoluer. Après son bac en poche, l'objectif pour lui sera de rejoindre la ville d'Orlando en Floride, quelqu'un qui est à Orlando en plus en ce moment de TV78 pour continuer son apprentissage et pourquoi pas tenter une carrière professionnelle. On va terminer juste avec un petit avis sur cette ascension fulgurante quand même, comme quoi rien n'est impossible dans le sport, Nicolas. Oui, et puis en plus c'est un sport qui est assez technique, hein. On sait que notre Mister Météo national
d'Alor Quadbo s'est testé au wakeboard et il s'en est bien sorti, même si, comme je disais, c'est très technique pour notamment juste sortir de l'eau et rester debout sur la planche. Donc ouais, c'est assez impressionnant. J'avais testé, je crois que j'étais sorti une seule fois de l'eau. Et c'était avec le wake surf qui est une discipline similaire. Pierre. Pour une fois, c'est pas là où on attendait les Yvelines, éventuellement, de sortir un champion de wakeboard si loin de la mer ou si loin. Bon, après c'est sur les cours d'eau yvelinois, Seine ou bras de Seine. C'était pas forcément évident d'imaginer ça, mais comme quoi ça doit être l'air et l'eau des Yvelines qui est propice à tout type de vocation sportive, pourvu qu'il aille le plus loin possible. Ça le fait sortir aussi de sa zone de confort et d'aller aux États-Unis là où sont finalement a priori tous les meilleurs. Ça met peut-être le doigt sur le fait que a priori, on n'a pas non plus toutes les infrastructures et la culture sportive dans tous les sports pour pouvoir accompagner nos champions et nos championnes. On l'a vu, on peut se baigner dans la Seine, dans les gym. Exactement, j'allais dire. Je pense qu'il n'est pas malade aujourd'hui, donc je pense qu'il n'y a pas trop de risques. En tout cas, on est bien loin de Paris. Peut-être pas dans n'importe quel... C'est ça, parce qu'on rappelle qu'à Paris, normalement, sont prévues des épreuves dans la Seine. Merci messieurs de m'avoir accompagné tout au long de cette émission qui touche à sa fin, et on va terminer comme d'habitude avec une citation. Alors juste avant de vous la donner, un petit hommage avec le Kaiser Franz Beckenbauer qui s'en est allé, tout comme la légende italienne Gigi Riva. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs affrontés lors du match du siècle dernier, RFA Italie en demi-finale de la Coupe du Monde 1970, une rencontre légendaire où Beckenbauer avait carrément terminé le bras en écharpe. Alors pour revenir à la citation, l'Allemand qui a été aussi président du Bayern Munich avait répondu de cette manière à la question: est-ce que les joueurs du Bayern sont dopés ? Oui, avait-il répondu, à la bière blanche et au rôti de porc. Je vous laisse méditer sur cette phrase et je vous dis à très vite sur TV78.